C'est parti. Merci à tous d'être présents. Vous êtes plusieurs centaines et vous savez qu'on est toujours très preneur et en tout cas ravi des retours que vous nous faites sur l'intérêt que vous portez à ce genre de format. Euh, Première chose, merci à tous d'être présents. Vous savez que c'est important pour nous, voilà, de sentir l'intérêt que vous pouvez avoir sur ces sujets-là. Je vous le redis. Deuxième chose, point très important, je vous rappelle le format du webinaire. Comme vous le savez, si vous avez déjà participé aux autres webinaires organisés par Oversea, la présentation se déroulera, enfin le webinaire se déroulera en plusieurs parties. La première, ce sera une présentation qui sera réalisée par Jean de Lavernay, notre Head of Procurement, sur je dirais les perspectives et la situation actuelle de l'import Asie. Deuxième élément, nous avons la chance d'avoir avec nous David, qui est coordinateur logistique chez Christophe, marque que vous connaissez probablement, avec une très belle histoire, qui pourra nous partager son histoire et je dirais, son expérience récente de l'import Asie et de notre collaboration. Et puis, comme vous le savez, on finira par une session de questions-réponses pour revenir sur tous vos sujets, maritimes, aériens, douaniers. Enfin voilà, on prendra le maximum de temps pour répondre à toutes les questions, et j'imagine qu'elles sont nombreuses puisque la situation est compliquée. Donc voilà, point important, je profite aussi de l'occasion pour nous présenter. Vous le savez peut-être, nous sommes Oversea, un commissaire de transport digital. Nous avons construit une plateforme avec l'objectif de simplifier et optimiser la gestion du transport pour vous, chargeurs. Cette stratégie digitale qui est la nôtre, elle est accompagnée d'une stratégie d'expertise et de qualité, comme l'atteste l'obtention du label OEA Full il y a quelques semaines. Nous servons aujourd'hui un peu plus de 500 clients dans une soixantaine de destinations. Et puis voilà, nous sommes ravis de vous avoir avec nous et ravis de collaborer si vous le souhaitez en nous contactant après le webinaire. Euh, Premier petit élément en guise d'introduction, vous le savez, l'année 2021 a été marquée par 2020 pardon, a été marquée par de très fortes perturbations sur les flux Asie. Évidemment, la crise sanitaire que nous avons malheureusement tous connue. Vous avez aussi suivi les sujets de réduction de capacité et la stratégie qui a été mise en place par les compagnies maritimes. Vous avez évidemment été témoin et victime malheureusement de l'explosion des taux de fret à l'import. Vous avez aussi connu la pénurie d'équipements et de conteneurs qui s'est produite ces derniers mois. Voilà, donc l'année 2020 a été compliquée. L'enjeu, c'est évidemment de se projeter sur l'événement très important qui arrive le 12 février, qui est le Nouvel An chinois, et de se hasarder, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'essayer de vous donner quelques perspectives sur l'année 2021. Encore une fois, je profite de cette introduction pour remercier Jean de Lavernay, notre Head of Procurement, qui vous partagera ses perspectives à vie sur les évolutions du marché. Et encore merci à David de son intervention et de son partage d'expérience. Je vous le rappelle, avant de laisser la parole à Jean, vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant sur je dirais la partie droite de votre écran, et on fera notre maximum pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous pour votre présence. J'en profite pour laisser la parole à Jean. Merci Arthur d'avoir introduit ce webinar et merci à tous pour votre présence. Alors je vous propose de commencer par un élément intéressant. Pendant une récente conférence de presse, le délégué du gouvernement chinois au commerce extérieur annonçait que des mesures étaient envisagées pour fluidifier les transports depuis la Chine et stabiliser les taux de fret. De manière plus générale, la situation actuelle de l'import Asie est un sujet d'ampleur majeure. Et l'objectif de ce webinaire est de vous donner quelques perspectives pour les prochaines semaines et les prochains mois. À l'approche du Nouvel An chinois, on observe une tension croissante sur l'import Asie. Pour ce qui est de l'aérien, avant la période du Nouvel An chinois, on s'attend à ce que la capacité parte vite et à ce que les taux de fret augmentent. Les taux de fret entre Shanghai et Paris pendant la première semaine de février devraient avoisiner les 10 $ par kilo. La raison à cela est que de nombreux importateurs vont s'empresser de sortir des marchandises de Chine avant les fermetures d'usines et d'entrepôts. C'est un phénomène habituel en cette période de l'année. Par ailleurs, dès la fin du mois de janvier et à plus forte raison
après le 10 février, il sera plus compliqué de trouver des possibilités de préacheminement routier entre les usines et les terminaux aéroportuaires. En effet, une grande partie des transporteurs routiers vont entrer progressivement en congé, et ce de manière anticipée pour des raisons sanitaires. Pour ce qui est du maritime, la situation du trade Asie-Europe est toujours aussi tendue. La forte demande maintient la pénurie d'espace et d'équipement, et elle entretient le phénomène de congestion dans les terminaux au Vietnam, à Taïwan, comme en Chine par exemple. Par conséquent, la paying limit reste aux alentours de 10 000 dollars par 40 pieds. De plus, les compagnies maritimes ont suspendu les dessertes entre les ports fluviaux du Guangdong et les ports principaux que sont Shenzhen et Hong Kong pour des raisons sanitaires. Cela suppose d'acheminer les marchandises jusqu'à Shenzhen ou Hong Kong, et donc cela implique des coûts et des délais de préacheminement plus élevés dans certains cas. Pour ce qui est du ferroviaire, l'axe ferroviaire Chine-Europe a connu dernièrement quelques problèmes de congestion au niveau des passages de frontières, mais la situation s'est améliorée depuis. En revanche, à cause de la saturation de l'axe maritime et par effet de report, l'accès à la capacité en ferroviaire est devenu plus compliqué. Et enfin, comme pour l'aérien, il faut tenir compte de la réduction progressive de l'offre pour les préacheminements routiers dès la fin du mois de janvier. Maintenant, quelles sont les perspectives pendant et après le Nouvel An chinois? Pour l'aérien en Chine, de manière générale, les bureaux des compagnies seront fermés ou opéreront avec un effectif minimal entre le 11 et le 17 février. À Hong Kong, ils seront à effectif minimal entre le 12 et le 15 février. Alors, il sera possible de faire charger des lots sur des appareils quittant la Chine pendant la période du Nouvel An chinois, et ce, parfois à des taux plus bas que la semaine précédente. Cependant, il y a deux risques à cela. Si la marchandise est livrée à l'aéroport très en avance par rapport au vol, des frais de stockage peuvent être facturés par la compagnie aérienne. Et si un problème a lieu avant le départ, il sera plus difficile de rattraper la situation car les compagnies aériennes seront moins réactives, moins joignables. Après le Nouvel An chinois, on s'attend à ce que l'accès à la capacité soit plutôt bon et à ce que les taux baissent sensiblement par rapport à la période précédente. Les prévisions donnent une demande en baisse, mais aussi une offre ajustée à la baisse par quelques annulations de vols. En fin de compte, on aurait une demande encore forte par rapport à l'offre. Les taux pourraient donc se stabiliser entre 6 et 8 dollars par kilo durant le mois de février. Nos conseils sont les suivants. Dans la mesure du possible, il faut éviter de choisir des vols dont les départs sont prévus en plein Nouvel An chinois. Et il peut être intéressant d'envisager des routings via des aéroports chinois alternatifs comme Nanchang, Kunming ou Zhengzhou par exemple. Pour le maritime, les bureaux des compagnies seront également à effectif minimal pendant les congés du Nouvel An chinois, et cela rendra plus compliqué le traitement des bookings. Il y a un élément majeur cette année, la capacité opérée en février 2021 sur le trade Asie-Europe sera supérieure de 30% environ à celle opérée en février 2020. La raison à ça est que dans l'ensemble, les compagnies maritimes n'ont prévu que très peu de blank sailing, contrairement aux années précédentes. L'objectif pour les carriers est d'évacuer au maximum les conteneurs qui sont en attente dans les terminaux, pour certains depuis plusieurs semaines, et ce pendant que les sociétés exportatrices chinoises sont au ralenti ou à l'arrêt. Passé les congés chinois, malgré une situation encore tendue, on peut s'attendre à une légère amélioration. L'évolution haussière des taux pourrait être ralentie, voire inversée en février, et il est probable qu'on assiste éventuellement à un dégonflement progressif de cette bulle tarifaire. Donc nos conseils pour optimiser les imports maritimes dans ces conditions tiennent principalement en deux mots, anticipation et adaptabilité. Premièrement, il s'agit d'anticiper les besoins longtemps à l'avance. Travailler sur la base de forecasts précis et établis un mois à l'avance n'est pas une solution miracle, mais cela minimise les risques d'attente et de laisser à terre. Deuxièmement, il s'agit de basculer de manière réactive vers les solutions alternatives qui pourront être proposées en cas de problème. Parmi les solutions alternatives, on peut envisager de charger dans des conteneurs 20 pieds plutôt que dans des conteneurs 40 pieds lorsqu'un tel équipement est plus facilement disponible. On peut également choisir le groupage pour de petits volumes et il peut être intéressant de choisir le ferroviaire si l'occasion se présente. À propos de ferroviaire, pendant la période du Nouvel An chinois, les opérateurs ferroviaires ne prendront plus de nouveaux bookings, mais les trains circuleront. Les conteneurs acheminés dans les terminaux seront donc chargés sur les trains. Il y a donc peu de risques de congestion majeure dans les terminaux ferroviaires chinois après les congés chinois. Après le Nouvel An, les opérations retourneront à la normale. Élément important,
on constate que la fiabilité opérationnelle est actuellement meilleure en ferroviaire qu'en maritime. Concrètement, si un booking est accepté, il a plus de chances de correspondre réellement à une capacité disponible et donc d'être honoré. Nos conseils pour le ferroviaire sont les suivants. Comme pour le maritime, il faut anticiper au maximum afin de pouvoir notamment choisir le terminal ferroviaire et la date de départ qui conviennent le mieux. Plusieurs terminaux ferroviaires de départ sont envisageables selon le lieu d'enlèvement des marchandises, Zhengzhou, Xi'an, Chengdu, Chongqing notamment. Et plus on a d'avance, plus on a d'options disponibles et mieux on peut optimiser un import ferroviaire depuis la Chine. Plus généralement, il est intéressant d'envisager le transport ferroviaire comme une solution récurrente pour vos imports d'Asie. Moins cher que l'aérien et plus rapide que le maritime, le ferroviaire s'intègre très bien à une stratégie d'import à 3 vitesses. Vous pouvez arbitrer entre les 3 modes de transport selon les degrés d'urgence. Transport aérien en un jour pour du direct ou en quelques jours pour de l'indirect. Transport ferroviaire en une vingtaine de jours d'un terminal à l'autre, ou transport maritime entre 30 et 40 jours d'un port à l'autre. Maintenant, à quoi s'attendre pour l'ensemble de l'année 2021 ? En aérien, la demande devrait rester assez soutenue dans la continuité de la forte reprise des imports qui a eu lieu ces derniers mois, et l'offre devrait rester réduite en raison du faible nombre de vols passagers. Il faut savoir qu'environ 40% de la capacité opérée entre Chine et Europe en temps normal correspond aux soutes d'avions passagers. La suspension de nombreux vols commerciaux a donc une conséquence directe sur la disponibilité de capacité pour le fret. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les prochaines évolutions du marché aérien, car le développement de l'offre dépend de la remise en place de vols passagers, qui dépend elle-même de la situation sanitaire. En maritime, on s'attend à un assainissement progressif de la situation dans les prochains mois en matière de disponibilité de conteneurs et de disponibilité d'espace à bord des navires. En effet, la sortie de la peak season annuelle liée au Nouvel An chinois sera bénéfique et par ailleurs, il n'est pas impossible que des contraintes gouvernementales encouragent les compagnies maritimes à faire encore davantage pour étoffer l'offre d'équipements et d'espace ainsi que pour stabiliser les taux de fret. Cette amélioration prendra du temps car l'un des problèmes majeurs est la pénurie de conteneurs vides en Asie et celle-ci ne peut être résorbée que par des réapprovisionnements des terminaux asiatiques en équipement à l'échelle de plusieurs mois. Par ailleurs, la demande devrait rester élevée pendant plusieurs mois. Elle est soutenue par une consommation de biens domestiques encore forte et une éventuelle baisse des taux de fret permettra la reprise de flux imports freinés par des taux de fret prohibitifs. Il est donc probable que le marché reste haut en 2021. D'après certaines estimations, les taux de fret pour l'import de l'Asie vers l'Europe pourraient rester aux alentours de 6 000 $ par 40 pieds. Mais cette hypothèse reste à valider car on dispose aujourd'hui encore de trop peu d'éléments pour donner une estimation réellement fiable. L'amélioration devrait être significative à partir de juin 2021. En effet, les évolutions sur le marché de l'import Asie en maritime se font sur le temps long. Et lors des précédentes crises intervenues dans les 10 dernières années, il a fallu environ 6 mois pour noter une évolution corrective significative. En ferroviaire, enfin, l'année 2021 sera marquée par la poursuite des investissements publics dans les terminaux et sur les axes Chine-Europe. Ces investissements ont deux objectifs principaux. Premièrement, l'amélioration de la productivité des terminaux ferroviaires au départ de Chine comme au niveau des frontières, entre Chine et Kazakhstan notamment. Cela devrait fluidifier les transports ferroviaires entre Chine et Europe. Deuxièmement, l'augmentation du nombre de départs par semaine depuis chaque hub ferroviaire en Chine. Le débit de l'axe ferroviaire Chine-Europe sera donc plus important. Cela étant, il y a un problème plus difficile à maîtriser, qui est le manque d'équipement, dont le ferroviaire souffre comme le maritime, mais dans une moindre mesure. Quoi qu'il en soit, le fret ferroviaire entre Chine et Europe a connu une très forte croissance pendant les dernières années, en particulier entre 2019 et 2020. En 2019, par exemple, 8000 trains de fret avaient circulé entre Chine et Europe. En 2020, 12 000 trains ont assuré cette desserte. En 2021, la tendance ne sera probablement pas aussi forte, mais cette croissance devrait se poursuivre. Le ferroviaire est donc désormais un élément incontournable de l'import Asie. Maintenant que nous avons fait ce tour des perspectives pour l'import Asie, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser David Montero vous partager son expérience en tant que Logistics Coordinator chez Christophe. Merci David.
Bonjour à tous. Merci Jean et Arthur pour cet espace de parole et merci pour votre belle présentation. Je suis donc coordinateur logistique pour la société Christophe, société qui a été fondée en 1830 par Charles Christophe. Donc, nous avons aujourd'hui 200 ans d'existence pratiquement. Et nous sommes donc spécialisés dans la conception et la fabrication de produits haute orfèvrerie et de l'art de la table à la française, si je puis dire. Nous avons des clients assez prestigieux, tant en tant que clients particuliers et en termes de clients en B2B, en entreprise, hôtellerie, restauration. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean. Ensuite, concernant notre collaboration, parce que c'est une vraie collaboration aujourd'hui que nous avons avec Oversea, Oversea m'épaule dans tout ce qui est import au niveau de l'Asie, puisque aujourd'hui nous avions une problématique chez Christophe, ce qui était, comme toute entreprise d'ailleurs, de mieux maîtriser ses coûts. Et aujourd'hui, Oversea nous a clairement aidé à mieux gérer notre business, à avoir une vision un petit peu plus comment dirais-je, Web 2.0, ce qui nous manquait un petit peu, si je puis dire. Quand je dis Web 2.0, c'est plutôt un suivi proactif de nos imports, excusez-moi. Et également, Oversea nous aide à l'export, pour la livraison de nos marchandises chez nos clients. Aujourd'hui, en 2021, le Covid, la crise du Covid en tout cas, nous a imposé de encore plus maîtriser nos coûts. Et également, nous avons un point essentiel chez nous qui est l'écologie. Et je fais une petite transition sur quelque chose qu'Oversea m'avait proposé, et ça a été d'ailleurs le seul transitaire à me le proposer, le rail-route. Le rail-route, la route de la soie, si je puis dire, en provenance d'Asie. Donc aujourd'hui, avec Oversea, on va mettre en place des imports via la route de la soie en provenance d'Asie, d'une part pour mieux maîtriser nos coûts en aérien, parce qu'aujourd'hui, nous importons massivement en aérien, ce qui est extrêmement élevé, et en maritime, j'en parle même pas actuellement. La route de la soie me paraît une bonne opportunité de pouvoir mieux gérer ses coûts, et également notre empreinte carbone qui est assez élevée en aérien et également en maritime. Aujourd'hui, Oversea est le seul transitaire qui nous propose de calculer notre empreinte carbone, mensuellement en tout cas, ou sur chaque transport. Donc rien que pour cela, nous les remercions, puisqu'aujourd'hui on essaye de faire attention à l'écologie, car c'est très important. Donc merci à vous en tout cas, et merci pour cet espace de présentation et de communication, Arthur et Jean. Magnifique, David, merci pour ton témoignage. Je conclus rapidement cette présentation et j'en profite encore pour remercier Jean, David et tous ceux qui nous regardent. Vous le savez, l'année 2020 a été une année très difficile pour les importateurs. Pas uniquement évidemment pour les importateurs, mais en particulier pour les importateurs. On essaye de dégager des tendances, c'est ce que Jean vous a proposé, sur une amélioration progressive, notamment des sujets d'équipement. L'élément principal à notre sens, c'est de s'appuyer sur de l'information de qualité, que ce soit sur la situation dans les ports ou les aéroports d'Asie, et sur des partenaires qui soient disponibles et adaptables, je dirais, à des contraintes qui malheureusement changent tous les jours et qui nécessitent énormément d'agilité et de flexibilité. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de passer sur la partie questions. Je vous remercie encore pour les très nombreuses questions que nous avons reçues. Je commencerai par identifier quelques questions avant de laisser la main à Jean. Je recommence par les questions les plus posées. Allons-nous partager le support de la réunion de ce webinaire après? La réponse est oui. Vous l'aurez par email rapidement après la fin de ce webinaire-là. Il y aura aussi évidemment un replay comme tous nos précédents webinaires, donc je préfère dissiper ces questions-là. Une question de Josette qui nous demande la définition d'un blank sailing. Le blank sailing est l'annulation d'une rotation navire par la compagnie maritime, qui sont évidemment des leviers que les compagnies utilisent souvent dans leur stratégie d'allocation et de rotation navire, et qui pénalisent évidemment tous les importateurs, comme vous le savez. Jean, peut-être que je te laisse prendre les autres questions.
Notamment, je crois qu'on a une question de Thibaut. Oui, tout à fait. Alors oui, il y avait une question en effet de Thibaut portant sur l'anticipation, qui était donc un point assez une question, une remarque assez intéressante. La remarque, c'était que malgré l'anticipation, on était parfois déçus parce que finalement, on avait beaucoup anticipé, mais la compagnie maritime semblait anticiper moins, et finalement, on n'avait que très peu de temps pour déclencher le booking, malgré un besoin exprimé longtemps à l'avance. Et on se retrouvait avec un conteneur laissé à terre. Situation qui en effet arrive. Alors l'anticipation, en effet, dans ce cadre-là, n'est pas du tout une solution miracle, ne permet pas de garantir un chargement à 100% dans tous les cas. En revanche, l'anticipation est très intéressante pour deux choses. La première, c'est que malgré tout, vis-à-vis de la compagnie maritime, c'est une des chances en plus qu'on se donne de voir le booking accepté en le donnant longtemps à l'avance et en évitant une situation dans laquelle le navire est déjà très plein et situation dans laquelle de toute façon prévoir le conteneur sur un tel navire est impossible. Deuxième raison pour laquelle l'anticipation est intéressante, c'est que anticiper permet de déclencher des solutions alternatives dès le premier signal négatif. Par là, j'entends que si on détecte un signal négatif, on sent que la compagnie maritime ne répond pas, on a l'impression que le navire est déjà plein, le booking patine, on sent que le chargement du conteneur dans ce port de chargement chinois pour arriver en France prend du temps, alors on peut déclencher rapidement une solution alternative qui serait peut-être changer d'équipement, passer sur un 20 pieds s'il y en a, envisager une solution ferroviaire qui puisse remplir la même utilité, ou alors éventuellement faire partir une partie du lot en groupage. Enfin, toute une batterie de solutions alternatives peut être activée si on a pris de l'avance. Oui, j'en profite pour identifier la question d'Hervé qui nous dit « L'import de vaccins depuis l'Asie va-t-il impacter les disponibilités et le coût de l'aérien sur du moyen terme ou les logistiques d'import de vaccins sont-elles via des vols privés par sécurisation et donc sans impact sur les vols de fret ?» Alors, plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est que effectivement, une partie qu'on a du mal aujourd'hui à dimensionner de l'import de vaccins se fera via des vols d'expressistes, puisque les expressistes ont négocié avec les compagnies pharmaceutiques un accord de distribution. Donc il y a toute une partie qui vont se faire, je dirais, hors du panel traditionnel des compagnies aériennes de fret. Il y a un autre élément à prendre en compte qui est que la Chine est un importateur de vaccins et je pense notamment à au pharmacien chinois Fosun Pharma qui a signé un accord pour importer du vaccin BioNTech qui est un vaccin allemand et donc ça devrait aussi rééquilibrer sur certains axes de la capacité puisque il y aura de nouveau, j'ai envie de dire, un contre-flux ou en tout cas un flux Europe-Asie pour une partie de ces imports de vaccins. Et alors, Arthur, je me permets aussi de prendre un sujet qui est apparu dans plusieurs questions, qui est celui du ferroviaire sur l'axe Chine-Europe. Première précision là-dessus, actuellement, une desserte ferroviaire pour du fret n'est possible qu'entre la Chine et l'Europe, et pas encore depuis le Vietnam ou d'autres pays limitrophes. Donc voilà, c'est une première remarque à noter. Et ensuite, pour faire quelque chose de très bref et concis, en ferroviaire, vous avez tout un tas de possibilités parce qu'il y a un grand nombre de hubs ferroviaires désormais opérationnels en Chine. Parmi les plus gros, vous avez Xi'an, vous avez Zhengzhou, vous avez Chengdu, Chongqing, et j'en passe. Donc des préacheminements routiers sont possibles depuis tous les points de la Chine, absolument tous les points de la Chine, vers ces hubs ferroviaires qui sont globalement plutôt dans les terres. Et ensuite, vous avez donc une desserte de ces hubs chinois jusqu'à des hubs ferroviaires européens que sont Duisbourg, Liège, par exemple. Et ensuite, après cela, on procède à un post-acheminement, donc routier généralement, depuis Liège ou Duisbourg vers tous les points que vous souhaitez desservir
en Europe, à savoir les délais donc en door-to-door, donc du coup en ferroviaire, en conteneur complet, sont d'environ 30 jours, ce qui est assez intéressant d'un point de vue du point de vue de l'exécution comparé au maritime. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu faire court, mais si vous avez des questions encore sur le ferroviaire, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Jean, on me signale une question sur les délais actuels du train. Alors, il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est que les terminaux ferroviaires sont en effet un peu pris d'assaut actuellement en raison d'un effet de report du maritime vers le ferroviaire. Cependant, il y a aujourd'hui une bonne efficacité opérationnelle dans les terminaux qui fait que la congestion dans les terminaux ferroviaires au départ de Chine est modérée, elle est maîtrisée. Elle peut atteindre 2-3 jours lorsqu'il y a un afflux particulier. Comme elle peut être donc minime, et auquel cas le départ de Chine se fait de manière fluide. Première chose, il peut y avoir un délai également lors de l'acheminement parce que lors d'un transport ferroviaire entre la Chine et l'Europe, on franchit des frontières et il y a des changements de rails, de système de rails, et donc on arrive, les conteneurs arrivent dans des hubs de transbordement où on passe d'un système ferroviaire à l'autre. Et c'est dans ces hubs transfrontaliers qu'il y a parfois de la congestion. Elle est aux alentours de 4 à 5 jours maximum dans les périodes de pic. Et actuellement, elle est maîtrisée. Elle a connu des hausses dernièrement et elle est revue à la baisse depuis quelques semaines. Voilà pour les délais qu'on peut rencontrer lorsqu'on organise un transport ferroviaire depuis la Chine. Jean, question de Thibaut. Envisagez-vous un renversement brutal, offre-demande en maritime sur le second semestre? Pour ma part, non. Je pense que la situation est encore très favorable aux compagnies maritimes qui font l'offre. L'offre est encore rare, malgré le caractère massif de ce trade, rare par rapport à encore, en tout cas, la disponibilité d'offres est encore faible par rapport à la demande. Il y a un déséquilibre encore fort et donc je n'envisage pas pour l'instant de renversement majeur. Je pense que la demande va rester encore soutenue pendant quelques mois. Je pense que le développement de l'offre et l'ajout de capacité est compliqué aujourd'hui, et je crois aussi que par offre de transport de fret maritime, il faut dans cette offre de fret maritime, il faut inclure les problématiques d'équipement que tu avais souligné, Arthur, et qui sont déterminantes aujourd'hui et pour encore quelques mois. Le trade import-Asie est largement pénalisé par une pénurie de conteneurs, et les conteneurs sont mobilisés partout. Ils sont pour certains, pour un grand nombre aussi, ils sont bloqués dans certains pays d'où l'on peine à les évacuer. Donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle je ne pense pas qu'il y aura de bascule majeure dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, et je pense qu'il faudra attendre encore un peu. Merci Jean. François nous demande quid de la qualité de service des compagnies maritimes? La qualité de service des compagnies maritimes, elle est en effet variable selon les périodes. Elle est variable aussi selon les armements. Je pense cela n'aurait pas de sens de pointer du doigt telle ou telle compagnie maritime et de dire voilà, telle compagnie maritime fonctionne moins bien, telle autre fonctionne mieux. Il y a un élément que je peux vous donner, c'est que naturellement, aujourd'hui, on a plus de chances de voir ces conteneurs chargés lorsqu'on confie des conteneurs à des compagnies maritimes qui ont de l'espace disponible. C'est élémentaire, mais ça mérite d'être dit. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre en perspective le besoin de transport qu'ont des importateurs et l'offre qui peut être faite par des compagnies maritimes. Lorsqu'une compagnie maritime n'a plus d'espace à bord de ses navires, en effet,
elle n'est pas en mesure de répondre aux besoins. Et pour autant, cela ne signifie pas que sa qualité de service est moindre. C'est vraiment purement un problème de capacité. Question de Gaël, n'y aurait-il pas un intérêt à envisager du groupage RC pour minimiser les coûts de transport aérien? Alors, c'est une option qui est envisagée, et elle est tout à fait viable. Cependant, la saturation des axes à la fois aériens et maritimes aujourd'hui rend compliqué la mise en œuvre de telles solutions, et surtout l'enjeu économique n'est pas toujours si gros. Euh, moi, donc, en effet, c'est une solution intéressante. À titre personnel, je mets souvent davantage en avant une solution ferroviaire à laquelle on pense moins. Euh, Solution ferroviaire qu'on est peut-être plus frileux à l'idée de l'utiliser, alors qu'en fait, elle est de fait vraiment efficace. CIR, oui, ferroviaire, intéressant. Question de Stéphane à laquelle je vais répondre. Stéphane nous demande s'il y a des actions collectives à notre connaissance pour protester contre cette hausse sauvage du maritime qui met à mal les entreprises, pas forcément en grande forme. Alors, on ne peut qu'être d'accord avec Stéphane sur les conséquences dramatiques de la politique tarifaire, alors consciente ou inconsciente, mais en tout cas effective des compagnies maritimes. Alors, ce qu'on sait, c'est que certaines autorités nationales de la concurrence regardent d'éventuelles collusions entre les compagnies maritimes. Pour l'instant, rien évidemment de certain, mais je sais que c'est un sujet qui est étudié dans certains pays pour s'assurer qu'encore une fois que on est dans une libre concurrence et qu'il n'y a pas eu d'entente sur ces tarifs-là. Rien ne nous permet de le savoir aujourd'hui. En tout cas, certaines enquêtes ont été lancées. Et à notre connaissance, on n'a pas eu aujourd'hui d'informations sur des actions collectives, notamment via ce qu'on appelle TLF, donc le syndicat des commissaires de transport, ou l'AUTF, qui est l'association des chargeurs. Pour autant, c'est une excellente question et on va se renseigner. On vous partagera, si elle existe, une pétition ou je dirais des actions collectives qui peuvent être entreprises pour faire valoir vos droits et je dirais une tentative de rééquilibrage de la situation. Arthur, je me permets aussi de revenir à nouveau sur le ferroviaire parce qu'il y a eu d'autres questions à ce sujet. Manifestement, c'est quelque chose qui intéresse. Plusieurs points. Il a donc une personne parmi vous a soulevé cette question qui est que le ferroviaire souffre peut-être moins du manque d'équipement que le maritime. La raison à ça, c'est que ce ne sont pas les mêmes trafics, ce ne sont pas les mêmes sociétés qui exploitent les flottes de conteneurs. Et actuellement, en fait, de manière très concrète, on constate une meilleure disponibilité d'équipements dans les hubs ferroviaires. Donc ça, c'est un élément intéressant. Par ailleurs, autre point, quelqu'un parmi vous a identifié un problème qui est que le doublement des frais de transport ferroviaire, c'est tout à fait vrai. En effet, à cause de la forte demande et en raison du caractère limité de l'offre, à cause d'un effet de report depuis du maritime vers le ferroviaire. En effet, les coûts, c'est une estimation grossière, mais en quelque sorte, ont été doublés pour le ferroviaire. Enfin, il y a quelqu'un parmi vous a également soulever la question du groupage ferroviaire. C'est une solution qui existe, qui est intéressante. Là encore, cela peut être vraiment beaucoup plus économique que le transport aérien. Cela reste rapide par rapport au maritime, en particulier par rapport au groupage maritime, en porte-à-porte, door-to-door, en groupage ferroviaire. Il faut compter un délai maximal de 35 à 40 jours. Donc c'est vraiment une solution qui peut être très intéressante également. Voilà pour ce point complémentaire sur le ferroviaire. Merci Jean. Je reprends une question de Samira qui nous demande peut-on espérer sur 2021 avoir un taux à 2000$ le 40 ou bien sera-t-on à minima à plus de 4000$? Question très compliquée, Samira, je pense qu'on en conviendra tous. Notre sentiment,
qui va un peu dans le sens de notre conviction qu'il n'y aura pas de retournement brutal de l'offre et de la demande, mais qu'il y aura un dégonflement progressif, c'est que on ne voit pas de raison structurelle pour que les taux reviennent à ce qu'ils étaient pré-Covid à court terme. Pour vous donner une idée, certains transitaires aujourd'hui s'engagent sur des taux entre 4 et 5 000 $ avec des validités à la fin de l'année, par exemple. Ce que ça veut dire, c'est que voilà, la probabilité est beaucoup plus forte que les taux tournent aux alentours, je dirais, de 4 ou 5 000 $ à la fin de l'année 2021, plutôt qu'ils reviennent à des niveaux pré-Covid de 2 000 $ le 40 pieds. Encore une fois, les sujets de congestion, les sujets opérationnels qui sont liés au Covid vont durer encore. Même si c'est très compliqué de se projeter, on pense qu'il y a plus de chances qu'on soit sur cet ordre d'idée-là que les ordres d'idées qui étaient, je dirais, pré-Covid. Je vous propose de clore maintenant la session de questions-réponses. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir posé des questions si nombreuses. J'espère que nous avons pu vous apporter le maximum de réponses et je dirais, d'informations de qualité pour vous aider à piloter au mieux vos situations qui sont toutes différentes et uniques. J'en profite encore une fois pour remercier aussi David et Jean de leur présence et de leur disponibilité. Et vous remercie tous pour votre très nombreuse présence. Vous êtes encore plusieurs centaines au moment où on parle. Voilà, c'est un signal important pour nous de savoir que ce genre de contenu vous intéresse. Je vous adresse de nouveau cette information. Si vous souhaitez qu'on organise des webinaires sur des thèmes qui vous sont importants, on a eu un certain nombre de questions sur l'Inde aussi, par exemple, aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous le dire. On sera ravis comment dire, organiser des webinaires sur des sujets thématiques qui vous sont importants. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente journée et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble très vite. Merci. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.